Donc, ce que je vous présente aujourd'hui au menu, je vais commencer par vous présenter un petit peu qui on est, Nado SDM, vous présenter quelques réalisations que notre équipe a faites. Ensuite, je vais me lancer dans le sujet vraiment de l'échafaudage qui s'est effondré à Domtar il y a environ un an, en passant par une mise en contexte des événements. Vous parler de la séquence des des interventions qu'il y a eu sur place, nos observations et analyses de la situation et nos conclusions de notre expertise technique. Ensuite, on va parler de quelques leçons à retenir. Je parle de leçons, quand je parle de leçons principalement, ce que je crois qu'un ingénieur concepteur devrait retirer de ce type d'expérience-là et peut-être quelques modifications qu'un entrepreneur, un fournisseur pourrait avoir dans sa manière de gérer ses projets, dans sa manière de les planifier, de les réaliser. Également des propositions qui seraient peut-être ouvertes à discussion en lien avec le côté normatif des échafaudages, le côté loi aussi, comment est-ce que c'est régi légalement, tout ça. Donc, qui on est? Nado SC, Nado Spécialité, à la base, offrait des services en fourniture d'équipements, que ce soit vente, location. C'est une entreprise qui faisait la conception de certains systèmes justement liés à ces équipements. Nado SC s'est associé il y a quelques années à SDM Consultant, qui était principalement une firme de génie conseil. Et en alliant la force des deux entreprises, des deux entités, on a fondé Nado SDM qui offre justement toute la gamme de services dans le temporaire et pouvant pousser plus loin que l'ingénierie de systèmes simples. On peut pousser à des systèmes très complexes, très poussés, liés aux structures temporaires et à tout ce que les entrepreneurs pourraient avoir besoin justement pour la réalisation de leur ouvrage. On travaille principalement, on touche un peu à tous les domaines de la structure temporaire, que ce soit au niveau des ponts, viaducs, bâtiments commerciaux, multi-étagés. On a touché aussi à des grands projets de génie civil, que ce soit au REM à Montréal. On a été impliqué dans le pont Champlain aussi à certains éléments. On a eu des projets au pont Pierre-Laporte, des travaux sur Henri IV aussi. On a intervenu sur plusieurs interventions sur les ponts qui sont pratiquement tous en travaux depuis les dernières années. Comme je le mentionnais, il y a le volet conception, ingénierie. Il y a le volet fourniture, location, vente et possibilité, bien entendu, du clé en main qui relie un petit peu les forces de ces deux branches principales-là qui nous permet de proposer des solutions complètes à des entrepreneurs pour leur réalisation. Des exemples de projets, je parlais du REM tout à l'heure. Ça, c'est un système de coffrage qu'on voit à l'écran, un coffrage en acier qui a été utilisé plusieurs centaines de fois à Montréal pour couler des chevêtres au REM. C'est un système qui se démontre en 4 morceaux et qui se réinstalle au prochain chevêtre, donc très versatile. Et en même temps, au niveau du REM, on a été impliqué à plusieurs autres demandes, que ce soit dans les méthodes, dans des coffrets, dans des planchers de travail, dans plein d'interventions rapides de temporaires qui avaient besoin pour les assister dans leur construction. Pont Pierre-Laporte, vous avez sûrement remarqué sur le pont Pierre-Laporte dans les dernières années un système de plancher de travail attaché au câble principal. C'est un système qui a une portée d'environ 60 pieds de long sans aucun contact avec le câble parce que les travaux consistaient à enlever la gaine autour du câble principal et la refaire la protection. Donc, on pouvait se permettre aucun contact entre nos deux points d'appui. C'est un système avec le plancher amovible parce qu'on l'installe avec 2 grues par en haut. C'est déposé sur le câble. On vient le fixer aux 2 extrémités. On peut refermer le plancher. Et ensuite, les travailleurs peuvent y accéder et faire leurs travaux. Il y avait un ascenseur. Selon on est où sur le câble, à quelle hauteur, parfois il y a un ascenseur qui permet de monter jusqu'au système, jusqu'au plancher, accéder à l'intérieur, puis faire les travaux de l'intérieur. Un autre exemple, il y a eu un pont, le pont patrimonial à Shannon, qui avait une intervention d'urgence par le ministère des Transports. Un mois de janvier, ça va faire 2-3 ans. Le pont menaçait de s'écrouler, donc aucun travailleur pouvait marcher sur le pont.
Donc, on a conçu un système avec des grues qui s'appuyaient sur le pont adjacent, duquel on suspendait une poutre auquel les travailleurs pouvaient s'attacher, circuler, faire leurs travaux pour renforcer le pont temporairement, en attendant d'avoir les travaux permanents. Mais c'est un système justement qu'on a dû collaborer avec l'entrepreneur, avec le ministère des Transports, avec la CNESST. Il y avait beaucoup d'intervenants qui remettaient beaucoup en question tout le côté sécuritaire, comment on va se prendre pour assurer justement que les travailleurs puissent aller là, puis si le pont s'écroule, bien, qu'ils puissent rester suspendus à quelque chose de solide. Donc, c'est ce qu'on a conçu à cet endroit-là. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Les échafaudages à Domptors. On a une petite vidéo ici qui avait été présentée, qui avait été préparée par la CNESST, qui présente un petit peu l'événement. Donc, l'usine Domptors qui est à Windsor, proche de Sherbrooke, au Québec. C'est une petite vue de l'usine. On voit ici le lessiveur qui a environ 10 étages, comme c'est écrit. C'est un espace clos, un lessiveur circulaire fermé, avec quelques accès sur sa hauteur. Avec l'échafaudage qui a été installé à l'intérieur pour des travaux d'entretien saisonniers du lessiveur. Donc, on voit les planchers en saillie ici, où les travailleurs pouvaient circuler pour faire leurs travaux. Il y a eu un bris environ à cette région-là de l'échafaudage qui a causé l'effondrement. En fait, je vais parler un petit peu des causes plus loin, mais en gros, il y a eu un effondrement de cet échafaudage-là. 2 des travailleurs, ça a été un effondrement mortel. Il y avait 2 travailleurs au niveau 7 environ. Quand ça s'est passé. Puis, nous, par la suite, c'est ça, on a été mandaté par la CNESST pour faire le support technique pendant l'enquête, essayer d'identifier tout ce qui pourrait être à soulever dans ce système d'échafaudage-là, que ce soit au niveau des plans et devis, la réalisation, ce qui était visible sur place. On voit le plan de notre échafaudage ici. C'est quand même très élevé. Je mentionnais 10 étages de haut. L'échafaudage a 16 niveaux. Les niveaux ne correspondent pas nécessairement à des étages de bâtiment parce qu'on s'entend que ce n'est pas la même hauteur. Donc, on a 16 niveaux d'échafaudage. Puis, initialement, avant l'effondrement, l'échafaudage avait été érigé presque jusqu'en haut. On était rendu pratiquement au 16e niveau, donc il était pratiquement tout en place. On avait 5 monteurs dans le haut qui finissaient l'érection de l'échafaudage et il y avait 3 travailleurs près du niveau 7, entre les niveaux, près des niveaux 7. C'est un peu étrange parce que normalement, quand l'échafaudage est en cours de montage, il n'y aurait pas dû avoir d'ouvriers plus bas en train de travailler dessus. Pendant l'érection, c'est vraiment réservé aux monteurs de l'échafaudage. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait eu aucune attestation de conformité à ce moment-là disant que les travailleurs pouvaient accéder à l'échafaudage. À l'effondrement, il y a eu la partie supérieure de l'échafaudage, c'est-à-dire en haut du niveau 7, environ de 9 à 16, l'échafaudage est resté plutôt intact. Il s'est surtout déplacé vers le bas et il y a eu un encombrement assez important de matériaux d'échafaudage vers le niveau 7. Dans le fond, entre les niveaux 3 et 7, ça s'est tout écrasé à ce niveau-là. La partie supérieure est intacte, elle a descendu puis mis son poids sur la partie inférieure qui s'est tout écrasée. Puis c'est ce qu'on voit ici sur la photo. Des débris, la partie supérieure avait été retirée par les sauveteurs, puis on voit tout ce qui est écrasé là-dedans. Pendant l'intervention d'urgence pour retrouver les travailleurs, justement,
l'intervention s'est faite par le haut parce que c'était dangereux de passer par en bas. Donc, on sont passés par en haut. Ils ont tous retiré les échafaudages auxquels il y avait accès. Ils en ont coupé beaucoup parce que c'était une question de rapidité. Donc, ils coupent ça, ils enlèvent. Ça limitait beaucoup l'information pour nous, pour l'inspection, parce que justement, les morceaux qui étaient là, ils ont tous été coupés, ils ont été enlevés. Puis, c'est un casse-tête qu'on ne peut pas vraiment remonter sur comment c'était réellement assemblé sur place. On voit ici une vue aérienne de tout ce qui avait été retiré de l'échafaudage. Ça, c'est ce que les intervenants pendant l'opération de sauvetage ont enlevé de là et ils ont tout mis sur des bâches à côté du site. Ils ont classé quand même par niveau, par étage. Donc, on pouvait constater justement que les niveaux supérieurs, les échafaudages étaient plutôt intacts et que ça a commencé à s'écraser dans les niveaux inférieurs. Bon, observation, analyse. Dans le fond, comme je le disais, on avait très peu d'informations sur l'assemblage en soi parce que on avait des photos, on avait des relevés de drones par en bas et par ce qui est resté en place après avoir retrouvé, après l'intervention des secouristes. Mais on devait baser notre expertise principalement sur les plans, sur les informations qui étaient disponibles et sur les équipements qu'on pouvait voir sur place. Ce qu'on a constaté en premier dans la conception de l'ingénieur, c'est qu'il y avait des facteurs de... premièrement, la charge vive qui a été utilisée dans la conception, c'était indiqué aux plans et devis une charge vive de 1,2 kPa ou 10 travailleurs maximum. Mais en lisant la note de calcul, on constate que la charge vive qui a été considérée, c'est le poids de 10 travailleurs qui a été réparti également entre 4 poteaux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il dit maximum de 10 travailleurs sur l'échafaudage, et il prend son poids et il assume que le poids va être également réparti partout, alors que quand on a 10 travailleurs sur 16 étages, on s'entend qu'ils peuvent tous être enlignés sur le même poteau, si on peut dire, puis tous répartir le poids déséquilibré. Ça ne va pas nécessairement être égal partout. On a aussi constaté une sous-estimation de la masse propre de l'échafaudage d'environ 25 %. Ça, c'est un chiffre qu'on a confirmé avec nos estimations qu'on a fait nous-mêmes et avec le poids des équipements qui ont été livrés sur place. Donc, c'est une double vérification. On pouvait voir que clairement, il y avait une sous-estimation de la masse de l'échafaudage. Les facteurs de sécurité utilisés dans la conception et indiqués au plan étaient de 2,2 pour les membrures horizontales, 3,0 pour les membrures verticales et 2,5 pour les tubes et raccords. Si on fait le parallèle, je sais qu'on voit beaucoup, mettons en conception d'ouvrages permanents, une pondération de charge, mais souvent dans le temporaire, dans les échafaudages, on est souvent avec les facteurs de sécurité parce que c'est comme ça que les fournisseurs montent leurs fiches techniques. Mais on s'entend, si on compare ces facteurs de sécurité-là qui ont été utilisés sur le plan, si on les compare aux normes, aux recommandations dans la littérature, ils seraient quand même pas mal en dessous de ce qui est recommandé. Souvent, on parle d'un facteur de 4 qui est recommandé sur ce type d'équipement-là. Je tenais à mentionner aussi que la charge vive, le poids des travailleurs sur l'ouvrage est plutôt négligeable par rapport à la masse propre de l'échafaudage. Environ 7 % de la masse totale là-dedans, provient des travailleurs, du poids des travailleurs, alors que tout le reste, c'est vraiment le poids propre de l'échafaudage. Donc, si on a sous-estimé la masse propre de l'échafaudage de 25 %, ça fait quand même une très grande différence dans la charge totale qu'on a considérée en conception. On remarque ensuite, dans les équipements sur place, il y avait beaucoup de marques d'équipements différents, de poteaux rosettes, de systèmes d'échafaudage. On a vu qu'il y avait des systèmes de la marque Scaf Formworks, Sherlock, Safeway, AdPac, ProScaf, IEQ. Et en regardant les fiches techniques de chacun de ces fournisseurs-là, on remarque qu'il y a des équipements qui ont des fiches techniques qui permettent une plus grande mise en charge, qui ont une plus grande capacité portante que d'autres équipements. Donc, il y a eu un amalgame de plein d'équipements de capacités portantes différentes. Et sur les plans et devis, c'était très peu clair. C'était pas clair quelle
quelle capacité devaient avoir les équipements sur place. Donc, on ne pouvait pas nécessairement dire, OK, cet équipement-là, il n'est pas assez fort parce que l'ingénieur a considéré telle marque d'équipement. Puis, on voit ici dans le tableau que si on compare la capacité portante de certains équipements de d'autres marques, il peut y avoir une variation de capacité qui va dans l'ordre des 60 à 45 soit dans le positif, dans le négatif. Donc, il y a clairement qu'il peut y avoir des grandes variations. On a aussi remarqué qu'à la base de l'échafaudage, il y a des pattes ajustables, des petits vérins. Ces vérins-là ont une capacité, selon la fiche technique, de 50 kN, alors que le poids propre de l'échafaudage, sans aucun facteur de pondération, j'inverse les deux, excusez-moi, la charge morte réelle était de 50 kN, alors que la capacité sans aucun facteur de sécurité était de 45 kN. Donc, en théorie, on dépassait déjà la capacité de ces appuis-là à la base. Mais on n'a pas poussé davantage notre expertise sur ces vérins-là, sur ces pattes-là, parce que clairement que la rupture n'a pas pris naissance à la base de l'échafaudage, c'était plus vers la partie milieu inférieur de l'échafaudage. Donc, on n'a pas eu à pousser plus loin l'expertise sur ces pattes-là. Mais il y avait clairement un manque à cet endroit-là aussi. Contreventement des poteaux. On a 4 poteaux verticaux à notre échafaudage. Et on a remarqué sur la note de calcul de l'ingénieur que c'était considéré que les poteaux étaient stabilisés latéralement, contreventés à chaque 1,5 m. Alors que quand on se fie au plan qu'on voit ici, j'ai noté notre 2 mètres de distance entre nos contreventements. Il y avait pas... on dépassait notre longueur non supportée latéralement des poteaux. Cette différence-là fait en sorte qu'il y a une réduction de la capacité des poteaux d'environ 26 par rapport à la situation réelle. Par rapport à ce qui est indiqué aux notes de calcul de l'ingénieur. Je tiens aussi à mentionner qu'on a vu à plusieurs reprises dans la pratique une interprétation qu'on considère disons non éclairée, un peu disons une mauvaise interprétation de ce qui est une retenue latérale d'un poteau. Parfois, on a vu dans la pratique qu'il y a des membrures horizontales qui relie 2 poteaux ensemble. On en voit une au niveau ici. Et il y a des ingénieurs qui considèrent ça comme étant une retenue latérale des poteaux. Mais on s'entend que c'est loin d'avoir la rigidité qu'un contreventement va avoir. Et en plus, si c'est situé en plein milieu de la longueur d'un poteau, ça va simplement rendre solidaires nos 2 poteaux rosettes ensemble. Et s'il y en a un qui va pour flamber, ça va entraîner le second dans son flambage. Il va avoir pratiquement aucun gain de les connecter ensemble à mi-portée. Autre point qu'on a remarqué, il y a des planchers en saillie qu'on voit identifiés en jaune sur l'image. Ces planchers-là permettent aux travailleurs de s'approcher des parois du lessiveur pour faire leurs travaux d'entretien. Celui dans le bas, on voit qu'à la base, il y a une membrure horizontale qui relie les 2 diagonales des 2 côtés, alors que l'autre, plus haut, n'en a aucune au plan de vie. On s'entend qu'un travailleur qui va marcher sur le plancher, la diagonale va appliquer une charge latérale au poteau et faire fléchir le poteau vers l'intérieur, en plus de la charge en compression qu'il y a là-dessus. Donc, on n'a vu aucune considération dans la note de calcul vérifiant cette situation-là. Et justement, c'est un aspect qui peut être très critique pour cet échafaudage-là. Sur place aussi, on voit ici des photos qui ont été prises à l'intérieur. On ne pouvait pas circuler, mais au moins on a pu sortir quelques photos. Et on remarque sur ces photos-là qu'il y a certains endroits qui semblent manquer des contreventements. Si on se fie aux plans et devis ou si on se fie à la bonne pratique, il y a clairement des endroits qu'on a identifiés avec des lignes pointillées vertes et bleues, qu'on aurait dû voir ces contreventements-là et qui n'étaient pas présents. Donc, non seulement les plans et devis ne semblent pas avoir été suivis pour la stabilisation des échafaudages,
mais aussi les monteurs d'échafaudage, par leur expérience, auraient dû en ajouter simplement en connaissance de cause. Ils savent comment monter un échafaudage, ils auraient dû installer plus de tuyaux raccords à ces endroits-là. On a remarqué en même temps, l'image en haut à droite, qu'à la base complètement de l'échafaudage, à nos pattes d'appui au sol, il devait y avoir un tuyau qui stabilise les deux pattes parce que les pattes sont appuyées sur une surface inclinée et la pente de cette surface-là tend à faire plier les pattes vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'au plan et devis, il devait y avoir un tuyau raccord à cet endroit-là et ce tuyau-là n'avait pas été installé. Donc, ça laisse encore plus planer le doute par rapport à la qualité d'installation des échafaudages. Quand on peut noter des divergences comme ça, montage par rapport aux plans et devis. Après avoir constaté tout ça, c'est sûr qu'il fallait qu'on se pose la question, bien, cet échafaudage-là, bien, qu'est-ce qui l'a fait effondrer? C'était quoi la rupture? Selon l'analyse, malgré toutes nos observations, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de défaillances. Il y en a beaucoup qui ont été mis de côté parce qu'ils n'ont pas été la cause directe, claire de l'effondrement. Le mode de rupture, selon nous, était clairement au niveau du poteau vertical où on a un plancher en saillie avec une diagonale qui vient s'appuyer sur le poteau et qui vient le faire fléchir vers l'intérieur. On a mis une charge d'un travailleur sur le bout du plancher en saillie et on l'a même aussi avec deux travailleurs, voir le comportement, et on obtient un effondrement de notre système en mode compression-flexion à cet endroit-là. Donc, le mode de ruine serait vraiment relié à cet endroit-là. Mais, qu'est-ce qui a causé ce mode de ruine-là? C'est sûr qu'il y a plusieurs causes qui, toutes additionnées ensemble, vont faire en sorte que ça s'est effondré parce qu'il y a tout le temps des facteurs de sécurité un peu partout. Donc, pourquoi le facteur de sécurité n'a pas été suffisant pour pallier, pour protéger ce mode de défaillance-là? Premièrement, facteur de sécurité insuffisant. On l'a mentionné plus tard, on avait des facteurs très bas. Masse d'échafaudage sous-estimée de 26 %. Absence d'éléments stabilisant le poteau. Dans le fond, je vous parlais du lien horizontal qui aurait pu relier le point d'appui des diagonales. Ces trois éléments-là principaux qui ont un facteur d'importance de 4 sur 5 chacun, ces trois-là ensemble peuvent facilement causer l'effondrement de cet échafaudage-là. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer aussi, qu'on a noté plus tôt. Hypothèse de calcul erronée, c'est-à-dire la retenue latérale des poteaux. L'ingénieur avait considéré une retenue latérale à chaque 1,5 m sans descente, alors que c'était à cet endroit-là à 2 mètres sans descente. Hypothèse de conception limitative. Par là, je veux dire la charge vive de plancher qui avait été trop optimiste. Il prend le poids de 10 travailleurs, il constate que c'est tout le temps réparti également partout, comme si les travailleurs ne pouvaient pas soit tout être sur le même côté de l'échafaudage, soit appliquer des forces plus importantes, c'est-à-dire un travailleur peut, il fait des travaux d'entretien, il peut avoir une barre puis forcer sur une partie du lessiveur, donc il peut appliquer une charge plus importante que son propre poids, puis il n'y a rien de tout ça qui a été pris en considération dans l'analyse. Absence d'exigence de capacité minimale des équipements. Il y avait un mélange d'un paquet d'équipements sur place et ce n'était pas écrit sur les plans et devis quelle était la capacité minimale des équipements qui devaient être utilisés. Ça n'a pas été retenu comme étant un facteur très important dans l'effondrement. On a mis seulement un facteur d'importance de 1 sur 5 parce qu'il y avait des éléments trop critiques dans le reste de la conception qui étaient vraiment prédominants à l'effondrement. Et on a noté plusieurs problèmes à l'appui vertical, à la base de l'échafaudage, mais encore une fois, celui-là, facteur d'importance de 0 sur 5, parce que clairement, ce n'est pas ça qui a fait effondrer l'échafaudage, mais il y avait quand même clairement un manque là. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à le mentionner quand même. Les leçons à retenir. Maintenant que c'est arrivé, on se demande, OK, qu'est-ce qui aurait dû être changé? Oui, la faute a beaucoup été lancée sur l'ingénieur, sur le concepteur dans ce projet-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leçons à retenir, autre que seulement l'ingénierie ou comment est-ce que le fournisseur, l'entrepreneur pourrait agir autrement, ou est-ce qu'il y a un côté normatif ou loi qui pourrait être amélioré en lien avec ça.
Premièrement, côté ingénierie, côté conception, ce qu'on tient à mentionner, c'est que dans le domaine, soit d'échafaudage ou d'ouvrage temporaire, il y a plusieurs ingénieurs indépendants qui travaillent à leur compte, qui s'aventurent dans des champs d'expertise qu'ils n'ont pas nécessairement encore maîtrisés. Donc, on tenait à mentionner l'importance de s'entourer de collègues compétents et connaissants dans des branches dans lesquelles on a, pour nous, justement, nous permettre d'acquérir, de combler certaines lacunes qu'on pourrait avoir en compétences dans des branches qu'on ne connaît pas suffisamment. Donc, même si quelqu'un est travailleur autonome, il peut toujours s'affilier à des ingénieurs externes, autres, qui peuvent l'aider à acquérir ces connaissances-là. Parce que aussi, il y a la compétence technique, il y a connaître ces normes, il y a aussi la compréhension des équipements, donc comment ces équipements-là vont être montés sur place. Donc, côté pratique, côté technique, il doit vraiment être allié dans ce type de conception-là en ouvrage temporaire. On croit aussi que c'est très important de rester critique devant ce qui nous est proposé par un fournisseur. Souvent, on se fait donner une fiche technique d'un produit. On nous dit « utilise ça pour faire ta conception ». On peut se rendre compte plus tard que soit la fiche technique, il peut avoir des éléments qui ne sont pas clairs là-dedans, qui sont mal documentés. Aussi, on peut se faire fournir une fiche technique d'un équipement alors que c'est un autre équipement qui est utilisé sur place. Donc, il faut rester à l'affût de tout ça. Et aussi, sur les plans et devis, c'est sûr qu'il faut imposer nos propres exigences. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des il y a des fournisseurs, il y a des entrepreneurs qui peuvent dire moi, je réalise mes travaux de cette manière-là, j'ai toujours fait de même. Mais à quelque part, si on n'est pas à l'aise avec ça, si ça ne marche pas selon nous, il faut en parler, il faut trouver comment trouver justement une solution qui va sécuriser tout le monde dans la réalisation. Je crois qu'il serait aussi important de favoriser, de mettre de l'importance sur les hypothèses de calcul indiquées au plan. Sur les plans et devis de l'échafaudage qu'on a vu là, il y avait très peu d'hypothèses de calcul et des choses qui auraient pu être indiquées davantage, qui auraient aidé à contre-vérifier et justement, ça aurait pu allumer une lumière à quelqu'un d'autre qu'il y a peut-être quelque chose qui a été mal vu dans la conception. Ça aurait pu être les réactions d'appui à la base de l'échafaudage. Si on indique les réactions d'appui, justement, le fournisseur, l'entrepreneur pourrait dire « Hey, moi, mes équipements, ils pèsent plus que ça. Tes réactions d'appui ne sont pas bonnes. Il y a de quoi qui ne marche pas. Même chose avec la masse d'échafaudage. Simplement indiquer la masse estimée au plan pourrait ouvrir les yeux sur des possibles erreurs et justement, un autre intervenant pourrait l'attraper. Indiquer au minimum la capacité des équipements requis au plan, soit indiquer une marque des équipements utilisés, soit indiquer une capacité minimale. Comme ça, plusieurs fournisseurs peuvent regarder ça et dire « Oui, mes équipements répondent aux exigences des plans, donc je peux les fournir pour réaliser les travaux. » Ensuite, je dis se donner une chance dans le choix de vos hypothèses de calcul parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a coupé ses facteurs de sécurité, il a coupé ses charges, il a coupé un peu partout, puis au final, c'est tellement serré qu'il y a une ou deux erreurs, puis c'est là qu'il y a un problème, c'est là qu'il y a un effondrement. Dans les leçons à retenir, fournisseur, entrepreneur, souvent, un fournisseur va proposer ses produits sans nécessairement s'assurer que ces équipements vont répondre aux exigences qui sont aux plans et devis. Soit les exigences sont peut-être mal indiquées, comme c'était le cas sur ces plans-là, soit soit c'est simplement assumé que les équipements vont passer, donc on ne se pose pas plus la question. Faut aussi que l'entrepreneur, quand il réalise ses travaux, assure une collaboration avec l'ingénieur concepteur. Dans ce cas-là, on avait érigé 16 étages d'échafaudage. Il n'y avait eu aucune visite de l'ingénieur. L'ingénieur n'était pas au courant justement de divergence ou de non-conformité. Il n'y avait aucune information. Puis on a vu clairement sur les photos qu'il y avait des lacunes d'érection de l'échafaudage. Donc, quand il y a absence de collaboration, ben, il peut y avoir un très mauvais suivi sur place. Il ne faut pas hésiter aussi que
encore une fois, dans le fournisseur-entrepreneur, il ne faut pas hésiter à questionner l'ingénieur concepteur. Si c'est un concepteur externe, lui demander justement, c'est quoi tes équipements, tu ne les as pas identifiés, peux-tu me confirmer la capacité que tu as besoin, confirme-moi les réactions d'appui à la base. C'est toutes des choses qui, si on voit qu'ils ne sont pas au plan, bien, ça vaut la peine de faire un petit coup de téléphone puis de poser des questions. Ça permet en même temps de contre-vérifier. Je parlais de la masse de l'échafaudage, mais un fournisseur, il connaît le poids de ses équipements, il fait un take-off, il va pour le livrer, mais il voit sur ses fiches c'est quoi le poids de ce qu'il va livrer. Donc, il est capable de faire cette vérification-là plutôt rapidement. Puis, un point qui n'est pas, pas vraiment dans la pratique actuelle, mais qu'on trouverait intéressant que ça soit mis de l'avant dans le futur, un échafaudage, on voit le point A et le point Z. Il n'y a pas d'échafaudage, il y a un échafaudage sur le plan, mais on n'a pas de plan de travail spécifique pour montrer comment réaliser cet échafaudage-là. Donc, comment est-ce qu'il va être érigé? C'est mis dans les mains des monteurs. Et justement, vu qu'il n'y a pas de suivi pendant cette érection-là et qu'on n'a pas de plan de montage, bien, c'est vraiment basé sur l'expérience des échafaudeurs qui sont sur place. Par rapport aux donneurs d'ouvrage, je voudrais commencer par faire un petit parallèle à différentes branches dans le domaine du génie civil. J'ai été chanceux dans le sens que j'ai travaillé en conception dans le bâtiment, j'ai travaillé en temporaire en lien avec les ponts, j'ai vu un peu les deux extrêmes dans le sens que quand on fait des ouvrages pour des ponts, on se fait questionner par le surveillant du ministère des Transports. Il y a le concepteur qui nous demande nos notes de calcul. Il fait nos notes de calcul. Il peut nous les renvoyer toutes à noter parce qu'il n'aime pas ce qu'on a écrit. Donc, il surveille énormément ce qu'on leur propose et il exige une très grande qualité quand on travaille pour des projets du ministère des Transports. Quand on travaille pour des projets de bâtiments, plus dans le privé, normalement, bien, souvent, ils vont exiger des plans et devis, que ce soit des plans de coffrage, des plans de rétaiement. Ils vont regarder ça juste pour s'assurer qu'on en a fourni un. Ils vont à peine regarder les hypothèses de calcul. Ils vont dire « OK, c'est beau, il a considéré telle charge de béton ». Ils ne vont pas les commenter. Ils vont juste dire « Construisez avec vos plans » ou il va peut-être avoir 2-3 notes. Donc, il y a vraiment deux extrêmes, deux mentalités complètement différentes selon les marchés. On s'entend que l'échafaudage, ça s'approche plus de ce que je relate du bâtiment. Très peu de surveillance. On regarde le plan. Good, ils ont fourni un plan. Ils ont un ingénieur qui l'a signé. On va de l'avant. Donc, peut-être qu'il devrait y avoir un peu plus d'attention portée à ces plans-là. Le donneur d'ouvrage, pour avoir assuré justement que ça se passe bien. Par exemple, l'usine Dompteurs, je comprends qu'on ne veut pas nécessairement payer pour se protéger de tout, mais l'usine Dompteurs ont dû fermer le lessiveur pendant plusieurs mois et ils ont perdu des millions justement à cause de l'enquête qu'il y avait de la CNSST. Donc, s'ils s'étaient grillés d'un surveillant externe ou interne pour assurer une qualité puis qu'il aurait prévenu ça, ça leur aurait sauvé énormément d'argent dans leur opération. Donc, ce donneur d'ouvrage-là pourrait avoir un ingénieur externe qui exige que la conception des échafaudages soit faite selon des normes spécifiques. Il pourrait prendre les plans d'échafaudage, les commenter, demander justement hey, « tu n'as pas tes hypothèses de calcul, il faudrait les indiquer au plan ». Donc, il renvoie les plans notés en disant « Peux-tu me détailler tel point sur tes plans ». Et le dernier point dans mes leçons à retenir, côté normatif, on s'entend que quand on conçoit un bâtiment, il y a le code du bâtiment qui rend obligatoire l'utilisation de certaines normes, que ce soit des normes de bois, des normes d'acier, tout ça. Donc, c'est quand même très bien cadré, très bien contrôlé. Côté normes, en ouvrage temporaire, en échafaudage et autres, oui, il en existe des normes, mais de un, sont beaucoup plus brèves et elles ne sont pas adoptées par des lois, donc elles ne sont pas obligatoirement applicables, sauf dans certains cas où certaines normes peuvent être appliquées.
Donc, s'il n'y a aucun code qui n'adopte une norme spécifique, on n'a pas besoin d'appliquer. Donc, l'adoption de certaines normes pourrait rendre obligatoire l'utilisation de facteurs de sécurité spécifiques ou de normes de calcul spécifiques, ou pourrait rendre plus clair des exigences en termes d'inspection périodique des échafaudages pendant le montage. Ça pourrait, par exemple, passer par la CNSST qui eux, font office de loi. Ils peuvent avoir ces exigences-là en adoptant certaines normes. Ils pourraient aussi, par exemple, forcer à ce que l'entrepreneur sur place nomme un responsable de l'échafaudage sur le site. Donc, cette personne-là étant responsable de l'échafaudage, même si ce n'est pas un ingénieur, que ce soit un travailleur d'expérience en échafaudage, pourrait assumer une certaine responsabilité et garderait un œil sur la qualité du produit qui est livré parce que son nom pourrait simplement sur un papier attaché à l'échafaudage. Puis là, lui, justement, il verrait l'importance de ce qu'il fait sur place. Et en même temps, côté normes et lois, oui, l'Ordre des ingénieurs exige qu'on écrive nos hypothèses de calcul sur nos plans et devis, mais peut-être qu'avoir des exigences plus claires en termes de quelle hypothèse devrait être sur un plan d'échafaudage, sur un plan d'un autre ouvrage temporaire, augmenterait justement la qualité de ce qui serait livré.